Lorsqu'une ville peut se targuer d'avoir traversé plus de 2000 ans d'histoire, il ne fait aucun doute que sa chronologie est une question bien compliquée à développer. Et avec sa riche épopée, la plupart des bâtiments les plus anciens sont rapidement recouverts par les nouveaux éléments qui composent la cité de Metz. Et parfois ces travaux permettent de retrouver des vestiges datant notamment de l'époque la plus ancienne de la ville, l'Antiquité. Et les premières découvertes archéologiques à Metz remontent au XVIe siècle, en 1513. Elles sont mentionnées par un commerçant et chroniqueur messin, Philippe de Vigneulles. Cette découverte, la voici, du moins en partie. Au total, une trentaine de stèles sont retrouvées dans la rue des Murs à l'époque. Il ne reste aujourd'hui que celle-ci, conservée au musée de la Cour d'Or. Une découverte qui se fait à une époque où les civilisations anciennes commencent à intéresser les habitants les plus lettrés. Julien Trappe, assistant conservateur au musée de la Cour d'Or de Metz Métropole et docteur en histoire, a longuement travaillé sur les différentes fouilles archéologiques messines qui se sont succédées depuis le XVIe siècle. Nous sommes en pleine Renaissance, période où on redécouvre l'Antiquité dans toute l'Europe, et Metz ne fait pas exception à ce regain d'intérêt pour l'Antiquité. À cette époque-là, que ce soit à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, on s'intéresse surtout à l'Antiquité, au passé antique de Metz, pour glorifier à travers ses origines, souvent imaginées comme bibliques ou mythologiques à travers la légende troyenne, pour glorifier justement ce passé et en faire une ville importante dans l'Antiquité. L'existence antique d'une ville fait donc partie du prestige de son histoire. Et ainsi, des légendes commencent à naître en lien avec les plus anciens textes connus. La Bible, bien sûr, mais aussi les textes d'Homère. Depuis le Moyen-Âge, on raconte que la ville de Metz aurait été fondée par un survivant de la mythique cité de Troie, détruite par les Grecs au temps des héros Achille et Hector. Une légende plaisante, mais qui ne repose que sur un mythe pur et simple. Et quelques décennies plus tard, un homme va portraiturer la ville de Metz et ses vestiges antiques. Cet homme, c'est Claude Chastillon, une source visuelle inestimable pour comprendre l'évolution de la ville et ses grandes transformations architecturales au début du XVIIe siècle. Un travail qu'il exécute sur ordre du roi Bourbon Louis XIII vers 1614. Bien que Claude Chastillon était un ingénieur du roi et qu'il faisait le tour du royaume pour vérifier l'état des fortifications de France, il faut souligner l'intérêt qu'il va avoir pour ces représentations, pour représenter ces monuments antiques encore visibles dans le paysage messin. Les gravures de Claude Chastillon sont un des rares, voire un des seuls témoignages de ce qu'il restait des monuments antiques à Metz, encore à l'époque moderne. Pour comprendre et se rendre compte de la suite et l'évolution des découvertes, direction maintenant la maison de l'archéologie préventive, à quelques kilomètres du musée. C'est ici que sont conservées les réserves de la Cour d'Or. Au XVIIIe siècle, les grands travaux urbains qui se succèdent vont permettre de faire de nombreuses découvertes sur la cité antique. Connue également sous le nom de siècle des Lumières, cette époque est particulièrement propice non seulement aux nouvelles découvertes, mais également à leur étude. Au XVIIIe siècle, en effet, sont découverts les premiers vestiges de Pompéi, et alors dans toute l'Europe va naître un engouement archéologique. Un engouement qui se ressent d'ailleurs sur ces gravures faites par Sébastien Leclerc, graveur officiel du roi Louis XIV. L'inspiration antique est indéniable. Alors, le XVIIIe siècle connaît une véritable évolution en matière d'archéologie. C'est l'époque où on va découvrir Pompéi, Herculanum, et tout ça va se diffuser à travers l'Europe, qui connaît ce siècle des Lumières, et Metz n'échappe pas à la règle, et de nombreuses découvertes archéologiques vont avoir lieu. L'essentiel des découvertes archéologiques vont se concentrer sur Metz, qui était à l'époque dans les trois évêchés, et tout cela va être lié notamment aux travaux militaires
initiés par Vauban et achevés par Cormontaigne, mais également dans le centre de la ville, ceux initiés par le maréchal de Belle-Île, notamment autour de la place d'Armes. D'autres découvertes ont lieu également à l'extérieur de la cité, là où se trouvait l'amphithéâtre gallo-romain. Un lieu aujourd'hui recouvert par la gare de Metz et le centre Pompidou. Voici un des rares vestiges découverts en 1736 lors de la mise au jour de l'amphithéâtre à Metz. Il s'agit d'un hôtel cannelé, à colonne cannelée, qui aurait servi de bénitier lors de l'installation des premiers chrétiens à Metz. Dessiné par les bénédictins, cet hôtel a été prétendu perdu jusqu'à ce qu'il réapparaisse au XIXe siècle et échoue dans les collections du musée de Metz. L'aqueduc qui se trouve à Jouy-aux-Arches est également étudié par les érudits de l'époque. Le siècle des Lumières entraîne la volonté d'intellectualiser les recherches et les vestiges antiques. Animés par l'envie d'un travail de fond, les intellectuels commencent à se regrouper et à travailler ensemble, notamment sur les mosaïques retrouvées sur la place d'Armes. Et on peut supposer que le maréchal-duc de Belle-Île, gouverneur de Metz, semble avoir été attentif à ce fait. Sans savoir si c'est un hasard ou si c'est voulu par le maréchal de Belle-Île, peu de temps après la découverte de ces mosaïques en 1754, ces érudits vont se réunir en une société royale, comme on peut en voir fleurir un peu partout dans le royaume de France, une société royale qui va réunir tous ces érudits parlementaires, ecclésiastiques, et une nouvelle génération de savants va émerger et déboucher notamment sur la rédaction d'une histoire de Metz à la fin des années 1760. À cette époque-là, il faut savoir qu'on est 3 siècles après l'invention de l'imprimerie et ces découvertes, on va trouver le moyen de les faire perdurer dans la mémoire collective à travers ces publications, notamment l'histoire de Metz ou l'histoire de la Lorraine. Ce livre qui retrace l'histoire de la Lorraine, publié en 1747, est un bel exemple de ce nouveau cap franchi par les intellectuels et qui illustre indirectement l'évolution de l'archéologie. Mais cet intérêt grandissant pour l'histoire locale s'arrête subitement en 1789 à la Révolution française. Il faut attendre 1819 et la renaissance de la Société royale, qui va s'appeler désormais Académie royale de Metz, pour observer un redémarrage. Cette académie va installer ses locaux dans la nouvelle bibliothèque municipale, ouverte en 1811, dans l'actuelle église des Petits Carmes, qui abrite aujourd'hui le musée de la Cour d'Or. Et c'est à cet endroit-là que les collections archéologiques qui vont être découvertes tout au long du XIXe siècle vont venir être entreposées. Les découvertes du XIXe siècle vont également participer à enrichir les connaissances historiques à propos de l'histoire de la ville de Metz. Des stèles funéraires sont notamment retrouvées et lorsque le musée de la Cour d'Or voit le jour en 1839, c'est un nouveau virage dans l'étude des découvertes archéologiques qui s'opère. En peu de temps, tout est regroupé dans ce musée à la disposition des esthètes et des intellectuels. Le milieu du XIXe siècle voit l'émancipation de l'archéologie, c'est-à-dire qu'elle va se détacher progressivement de l'histoire et elle va conduire à la création d'une nouvelle société savante, la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, en 1858. Malheureusement, elle aura une courte durée de vie puisqu'en 1870, l'Allemagne va annexer le territoire mosellan à l'Empire et va connaître une nouvelle phase de son histoire. En effet, après la défaite de l'Empire de Napoléon III lors de la guerre de 1870, l'Alsace et la Moselle deviennent allemandes. Une annexion qui sonne comme un nouvel élan archéologique pour la ville de Metz. L'annexion allemande voit l'installation d'une nouvelle génération de savants qui ont été formés dans les meilleures universités allemandes, que ce soit en archéologie ou en philologie, donc cette étude des langues anciennes, ce qui va conduire à d'importantes modifications dans la vision de l'archéologie, notamment dans les méthodes de fouilles. Outre le côté scientifique, il est important de signaler aussi que cette fouille de l'amphithéâtre peut être qualifiée, sans être anachronique, de fouilles préventives. C'est-à-dire qu'elle a lieu en amont de la construction de la nouvelle gare, celle qu'on connaît aujourd'hui, et les savants allemands, sachant que l'amphithéâtre est à cet endroit-là, ils vont demander à l'empereur de pouvoir fouiller et de mettre au jour cet amphithéâtre, ce qui va être le cas. Ce qui va considérablement renouveler la connaissance qu'on avait
sur ce bâtiment qui avait été découvert une première fois au XVIIIe siècle, avec des systèmes de fouilles modernes. Je pense à des systèmes de pompage pour enlever l'eau de la nappe phréatique, et également renouveler la connaissance scientifique pour pouvoir dresser non seulement le plan de cet amphithéâtre, il n'était pas connu à cette époque-là, mais également son élévation, et tout type de mobilier va être étudié à cette époque-là. Et ces travaux de recherche qui sont faits sur l'amphithéâtre recevront également la visite de l'empereur Guillaume II lors de l'un de ses passages à Metz en 1903. De ces fouilles archéologiques durant l'annexion, il reste également le chancel de Saint-Pierre-aux-Nonains, cette église qui se trouve à côté du parc de l'Esplanade et qui suscite des interrogations quant à sa construction depuis plusieurs siècles déjà. Ce chancel mérovingien est aujourd'hui inclus au parcours de visite du musée de la Cour d'Or. Quelques découvertes se feront durant l'entre-deux-guerres comme les thermes de Metz qui se situent sous le musée, mais la grande époque de découverte commence à partir des années 60, lorsque la ville de Metz, mais aussi la France, cherche à se reconstruire et à se moderniser. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'archéologie française et donc mosellane va se doter d'une première législation héritée du régime de Vichy, toujours en vigueur actuellement, et également une organisation. La France va se diviser en circonscriptions archéologiques avec des directeurs, dont un qui sera installé en Moselle, à Metz. Dans ce contexte de rénovation urbaine, de nombreux bâtiments vont être détruits pour faire place à de nouvelles constructions, entraînant des découvertes archéologiques importantes. Pour cela, ce directeur des Antiquités, en compagnie du directeur du musée de Metz à cette époque, Gérald Collot, vont écumer les chantiers urbains pour récupérer ce mobilier mis au jour. Aux quatre coins de la ville, les grands travaux de cette rénovation urbaine permettent de découvrir de nombreux vestiges. Les archéologues et les spécialistes se pressent sur les chantiers et récoltent le maximum d'informations, mais aussi le maximum de mobilier qu'ils retrouvent au cours de ces fouilles. Parmi les découvertes les plus significatives de cette époque-là, il faut signaler deux grandes mosaïques mises au jour, l'une en 1969 lors du réaménagement de la place Coislin, et l'année suivante, rue Maurice Barrès, avec cette grande mosaïque dite aux oiseaux, conservée aujourd'hui toutes les deux au musée de la Cour d'Or. Pour autant, malgré les évolutions de l'archéologie et la prise de conscience qui y est rattachée, un scandale national éclate en 1974. Malgré l'investissement du directeur du musée, du directeur des Antiquités, ce système a des limites, si bien que certains chantiers voient malgré tout la destruction de vestiges importants, notamment en 1973-1974 avec le chantier de l'îlot Saint-Jacques, avec la découverte de thermes antiques qui malheureusement vont être détruits en février 1974. Et cette destruction des thermes de l'îlot Saint-Jacques va susciter un engouement national et créer un véritable scandale au niveau français. Une destruction qui émeut de nombreux archéologues, historiens et défenseurs du patrimoine, et un scandale qui va amener deux hommes à tout faire pour éviter qu'une telle destruction puisse se reproduire. À la fin des années 70, les techniques de fouille évoluent de manière étonnante. Les chantiers sont mécanisés, certes, mais la méthode de fouille évolue également, avec notamment la généralisation de la stratigraphie qui consiste à étudier chaque couche de terre qui compose la profondeur du lieu étudié, afin d'en tirer le maximum d'analyses et de conclusions. Suite à ce scandale des Hauts-de-Sainte-Croix, le ministère décide de structurer l'archéologie lorraine en créant une structure professionnelle avec des conservateurs dont c'est le métier, et donc le bénévolat passe au second plan. Et donc j'ai créé à la fin des années 70 le groupe universitaire messin de recherche archéologique qui s'était donné comme but d'intervenir très rapidement sur tout site menacé à l'occasion de travaux d'urbanisme. Et cette volonté de faire des sauvetages urgents
s'est transformé très rapidement au début des années 80 suite à un congrès qui a eu lieu à Tours et qui concernait toute la France et l'Europe sur l'archéologie urbaine. On a décidé de changer de braquet, comme on dit, et de passer de petites fouilles ponctuelles à ce qu'on appelle l'archéologie urbaine, c'est-à-dire une archéologie de la ville et pas seulement une archéologie dans la ville. En 1976, la Direction régionale des affaires culturelles Lorraine est mise en place avec un service dédié à l'archéologie et aux travaux rattachés à la ville antique. Un service appuyé par tout un réseau de bénévoles qui assurent la surveillance du patrimoine archéologique. À Metz, à partir de 1979, ce sera le GUMRA qui procédera à cette surveillance, mais aussi aux fouilles. Claude Lefebvre, président de l'association, et les membres de ce groupe procèdent donc à des recherches sur les chantiers en cours. Des travaux qui permettent de mieux comprendre l'histoire de la ville, mais aussi d'attester ou non les hypothèses qui avaient été faites par le passé sur l'histoire de Metz. Une époque de découverte dont Philippe Brunella, membre de l'association à l'époque, et Claude Lefebvre, son président, se souviennent. Les années 80 marquent un changement profond de l'archéologie sur le territoire de Metz. C'est l'arrivée de la Direction régionale des antiquités historiques, qu'on appelle aujourd'hui le service régional de l'archéologie, à Metz, dans ces locaux de la Direction régionale des affaires culturelles. C'est un changement majeur parce que non seulement le siège est à Metz, mais c'est l'arrivée de professionnels de l'archéologie, conservateurs, ingénieurs des fouilles. Et l'archéologie qui était bénévole au début des années 80 se professionnalise avec tous ces spécialistes qui vont maintenant prendre en main le destin de l'archéologie messine. Parallèlement à ces opérations de terrain, on a conduit une réflexion assez vaste sur l'état de la connaissance du territoire messin et de la ville en particulier à travers les siècles. C'est ainsi qu'on a mis à plat ce qui avait été fait par nos prédécesseurs en retournant aux sources mêmes et en ne conservant, en ne gardant que ce qui était avéré, ce qui avait été découvert, ce que l'on pouvait repositionner sur un plan. Et on a évité de plaquer, par exemple, l'image habituelle d'une ville romaine ou d'une ville moyenâgeuse sur Metz. Le but du GUMRA, intervenir très rapidement sur tous les sites menacés à l'occasion de travaux d'urbanisme. Pour cela, l'association décide de prendre le problème de l'aménagement urbain à bras-le-corps. Fini les fouilles ponctuelles, il s'agit maintenant de procéder à ce qui devient l'archéologie urbaine, tournée donc vers l'histoire globale de la ville et du territoire, et non plus sur le passé d'un site unique. Il se tourne alors vers des scientifiques qui les épauleront dans l'étude des découvertes. Il s'agit aussi bien sûr de pouvoir procéder à des fouilles avant même que les actes de vente et les permis de construire ne soient signés avec les nouveaux aménageurs du site en question. Alors donc au début des années 80, on a des contacts très étroits avec l'architecte des bâtiments de France et on intervient à travers les permis de construire en indiquant les secteurs qui présentent un risque sur le plan archéologique. Et puis on travaille également en étroite collaboration avec le service de l'État et puis avec l'université, etc. Et on fait toute une série de sauvetages qu'on appelle des sauvetages programmés, c'est-à-dire ce ne sont plus des sauvetages urgents, ce sont des sauvetages programmés qui nous donnent un certain délai et qui permettent de travailler dans une plus grande sérénité. Une cohésion et un engagement qui permettent au GUMRA de procéder à des fouilles sur une quinzaine de chantiers. Un travail considérable et fondamental qui permet la mise au jour de nombreux vestiges enfouis sous la ville depuis plus de 2000 ans. L'arsenal et les constructions antiques qui se trouvent sous son parvis, mais aussi l'aqueduc de Metz, font partie des zones étudiées par le GUMRA. Autant de travaux qui permettent à ces archéologues de réécrire l'histoire de la ville. L'important pour nous, GUMRA, ça a été la découverte, la mise en évidence que la ville romaine a commencé par être une ville de terre et de bois. Donc il faut savoir qu'il y avait un site gaulois, un site d'oppidum qui était installé sur la colline Sainte-Croix, petit oppidum de 5 ou 7 hectares, qui était entouré d'un rempart, qui a été découvert d'ailleurs en 1987, et qui a montré une originalité très importante, puisqu'il était fait de poutres de bois, entre autres.
Et donc la ville se développe, la ville romaine se développe à partir de cette époque-là. Et pendant plus d'un siècle, ce sera une ville de terre et de bois avec une évolution technique qui fait passer des pans de bois à l'architecture de torchis, puis à l'architecture de briques crues. Et tout ça a été mis en évidence par les fouilles importantes qui sont faites à partir de 1983. Donc on a pu comprendre comment s'était développée la ville sur le plan de sa topographie, de la superficie, comment la technologie des habitats avait évolué, comment on passe du 1er siècle au 2e siècle, de l'architecture de terre et de bois à l'architecture de pierre qui va donner une sorte d'apogée pour la ville avec l'agrandissement des maisons qui sont plus luxueuses qu'auparavant, etc. Au début des années 80, grâce au travail du GUMRA, le long processus de l'écriture de l'histoire de Metz continue donc de prendre forme. Quadrillage urbain, datation, prévention et sauvetage, ces maîtres mots vont permettre de développer, avec une plus grande certitude, la genèse messine. Une époque dont Philippe Brunella et Claude Lefebvre gardent de nombreux souvenirs, certains plus merveilleux que d'autres, comme lors des fouilles de l'église Saint-Livier, située au cœur de cette construction contemporaine, une église en ruine dont les fouilles ont permis de retracer l'histoire. Avec des trouvailles exceptionnelles, comme ce sarcophage anthropomorphe. Alors c'est sûr que la préoccupation scientifique, elle est importante, mais nous sommes aussi des humains, des gens passionnés d'histoire, et il y a une émotion lorsque nous fouillons. Et nous avons trouvé dans un premier temps des sarcophages des XVIIe et XVIIIe siècles qui contenaient des ecclésiastiques qui avaient été enterrés dans le chœur. Et puis dessous ce niveau de sarcophage, un sarcophage de plomb, de forme anthropomorphe, et à l'intérieur duquel nous avons découvert un personnage séché, qui avait le crâne scié et qui a pu être étudié par le doyen de la faculté de médecine, qui a fait une étude anthropologique intéressante. Et la datation au carbone 14 de ce sarcophage, enfin du contenu de ce sarcophage, nous a donné le XVe siècle. Et c'est sûr que cette découverte était extrêmement émouvante de voir cet homme qui n'était pas décomposé, mais qui avait séché à l'intérieur de son enveloppe de plomb. Un sarcophage qui aujourd'hui fait partie des collections du musée de la Cour d'Or, comme nous le montre Julien Trapp ici dans les réserves du musée. Cette découverte qui a marqué les deux hommes va être le début d'une exploration souterraine, véritable voyage dans le temps, et au fond du trou, c'est bien le jeune Philippe Brunella qui s'attelle à l'étude des strates qui composent le sol. À l'emplacement même où je me trouve, et c'est très amusant finalement, nous avons fait un sondage dit profond, ce qui nous a donné à comprendre que ce quartier du Pontifroy, au-delà du bras de la Moselle par rapport à la ville historique, était occupé dès le début de l'époque romaine, et en cela, on a avancé sur la connaissance. Une existence et une carrière mises au service de l'histoire de la ville de Metz et de ses alentours, grâce à l'archéologie qui peu à peu se professionnalise. L'archéologie d'une ville comme Metz ne peut être séparée de l'archéologie d'un territoire bien plus vaste. Vous savez, quand on fait des fouilles archéologiques, il faut avoir les yeux, la truelle, la main au plus près du sol, mais il faut aussi prendre du recul, de la hauteur, c'est aussi très important. Et que l'on soit pour la période antique ou pour la période médiévale, c'est la même situation. Il faut prendre du recul et contextualiser tout ça. Les travaux du GUMRA apporteront une somme considérable d'informations indispensables à la compréhension historique du territoire, qui donneront naissance à des documents inédits, comme des cartes archéologiques synthétiques. Et à travers cette histoire de l'archéologie de sauvetage, qui deviendra préventive, et du groupe universitaire messin de recherche en archéologie, c'est également le récit de l'évolution qui s'intègre progressivement à l'aménagement urbain du territoire. La prise de conscience se fait de plus en plus importante. Les nouvelles constructions ne doivent pas handicaper la compréhension historique du territoire et pour cela,
l'archéologie devient un enjeu indispensable. Une histoire que Philippe Brunella et Claude Lefebvre, même s'ils ne sont pas les seuls, ont largement contribué à écrire ces 40 dernières années à Metz. L'archéologie que nous connaissons aujourd'hui est donc le résultat de plusieurs siècles d'évolution. En 2001, la création de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, qui remplace l'AFAN, l'Association pour les fouilles archéologiques, constitue un autre tournant majeur dans la sauvegarde de notre patrimoine. Et chaque année, les nouvelles découvertes faites par les archéologues permettent de mieux comprendre et de mieux connaître les mystères de notre passé et de nos origines.